Bonjour et bienvenue dans Aux Avant-Postes, l'émission qui cherche un sens au chaos du monde. 3 fois plus de ruptures de médicaments en France entre 2014 et 2023, avec de lourdes conséquences. 37% de Français touchés en 2023. Bref, il y a un grave problème qui persiste depuis des années et concerne le monde entier. Alors, pour comprendre ce qui se passe, j'ai invité 3 spécialistes. Clémence Marc, docteur en pharmacie, chercheuse en résilience sanitaire à Lausanne et autrice d'un ouvrage qui vient de paraître aux éditions Actes Sud et qui s'intitule « Faire sans les pénuries de médicaments qui menacent notre santé ». Laure Lechertier, docteur en pharmacie également et membre de l'équipe dirigeante du laboratoire UPSA. Et enfin, Vincent Charlet, directeur général de la Fabrique de l'Industrie, un cercle de réflexion patronale qui publie un ouvrage sur la question « Médicaments, d'où viennent les pénuries ?» Une étude en ligne signée Baptiste Pottersman et Hugo Pouzel. Bonjour à tous les 3. Bonjour Ali. Allez, on va essayer de cadrer le sujet. Clémence, Marc, c'est quoi juridiquement des pénuries de médicaments ? Alors, le terme de pénurie, d'une façon générale, ça désigne quand la quantité d'un produit n'est pas disponible pour répondre à une demande. Spécifiquement pour le médicament, la pénurie de médicaments n'a pas été elle-même définie, même si elle se comprend de façon tout à fait intuitive. Ce qu'on va retrouver défini dans le Code de la santé publique, c'est la rupture d'approvisionnement. C'est-à-dire c'est quand le pharmacien d'officine n'a pas la capacité à délivrer un médicament à un patient dans les 72 heures. Donc, ces pénuries, elles peuvent prendre plein de formes. Ça peut être une absence totale d'un médicament pendant une durée plus ou moins longue qui est en général de 2 mois à peu près. Elle peut être locale, elle peut être nationale. Et ça peut être aussi une rupture partielle, c'est-à-dire qu'on peut avoir encore des quantités de ce médicament, mais qui vont être contingentées en fait. Donc la délivrance va être restrictive. Laure Lechertier, quel impact pour un producteur ? Quel impact ? Alors, nous, chez UPSA, on est une ETI pharmaceutique qui commercialise 2 des 3 marques emblématiques de paracétamol avec Dafalgan et Feralgan. Le paracétamol a connu des tensions, notamment pendant le Covid. Mais nous, chez UPSA, ça a été 0 pénurie. Et je pense que c'est un cas très illustrant. Et pourquoi ça a été 0 pénurie ? Une des raisons, c'est qu'on a nos sites de production en France. On produit 100% de nos médicaments en France, dans le Lot-et-Garonne à Agen, ce qui nous confère une certaine agilité au niveau de nos cycles de production et qu'on peut s'organiser en fonction de la demande. Typiquement, pendant le Covid, il y a une augmentation de la demande. Eh bien, nous, on a intensifié, ça a été du 24-24, 7 jours sur 7, mobilisation de nos équipes pour produire et répondre aux besoins des Français. Et puis, je dirais que pendant le Covid, ce qui a été intéressant, ça a révélé des vulnérabilités en amont, c'est-à-dire sur les principes actifs. Et nous, ça nous a permis aussi d'investir dans un projet de relocalisation du principe actif du paracétamol en France, en disant, voilà, on remonte d'un cran dans la chaîne de valeur, on va assurer une indépendance sanitaire de bout en bout, justement sur un médicament essentiel comme le paracétamol. Vincent Charlet, c'est-à-dire qu'on a la définition juridique, c'est-à-dire qu'il y a des obligations. La loi oblige un producteur à fournir ou pas, avec des sanctions ou pas ? À ma connaissance, non, le producteur n'est pas obligé de fournir. En revanche, il est obligé de signaler quand il ne pourra pas fournir. D'accord. Et donc, les signalements de risque de rupture ou de rupture, eux, sont rendus obligatoires. Avec des sanctions s'il ne le fait pas ? Je n'ai pas connaissance de sanctions si cette règle n'est pas respectée. Non, c'est un devoir de vigilance, de signalement. D'accord. Et d'ailleurs, parfois, on voit bien que la recherche d'un remède à la pénurie, c'est-à-dire obliger les fabricants à signaler les risques de rupture ou les tensions sur les approvisionnements, en augmentant la contrainte sur cette règle, finit par augmenter le nombre de fois où les professionnels sont obligés de signaler un risque de rupture. Parce qu'évidemment, lorsque vous passez d'une obligation de stock de 1 mois à une obligation de stock de 2 mois, le nombre de fois dans l'année où vous vous retrouvez en situation de devoir signaler un risque de pénurie augmente. Et donc, on a un sentiment que le problème s'est aggravé alors qu'on y a cherché une solution. Et surtout, je pense qu'il faut noter des progrès majeurs en fait, depuis le Covid. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a eu une multiplication par 100 des signalements en fait, sur des tensions d'approvisionnement ou des risques de rupture, mais qu'il y a eu une vraie volonté, je dirais, des pouvoirs publics de renforcer le cadre réglementaire,
Donc ça, c'est des choses très positives, d'être plus dans l'anticipation et aussi de la coopération entre tous les acteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les industriels ont un rôle auprès de l'Agence du médicament de déclarer leur stock, de signaler les risques et de prévoir des mesures en cas, donc d'anticiper en cas de risque de pénurie. Donc il y a beaucoup de chemin qui a été parcouru avec un plan pénurie, voilà, des obligations aussi de stock pour les industriels. Et ça, c'est au bénéfice, je dirais, des patients. Alors, pénurie, on l'a dit, mais aussi contingentement. On va écouter Olivier Delair, qui est PDG de Febelco, qui est une entreprise flamande, qui est un grossiste en médicaments. Il s'exprimait le 7 octobre 2025 en disant que c'était aussi difficile lorsque non seulement il y avait les pénuries, mais également les contingentements de médicaments. On l'écoute. Le problème de la pénurie de médicaments, c'est un problème qui est grandissant. Et c'est très clairement qu'on a plus de pénuries aujourd'hui et d'indisponibilité de médicaments aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Ça, c'est un phénomène. On voit aussi nos stocks beaucoup plus faibles pour différentes raisons. D'une part, les pénuries en tant que telles. Et deuxième élément, ce qu'on appelle le contingentement pour raison commerciale, c'est-à-dire que le nombre de produits, le produit est disponible, mais il ne nous est pas livré. C'est-à-dire que le nombre de produits qu'on reçoit est trop faible que pour assurer les besoins du marché belge. On l'entend, c'est tendu. On va voir maintenant, à travers une petite animation, quels sont les médicaments les plus touchés par les pénuries. Alors ça, je l'ai pris, Clémence Marc, dans votre livre. C'est d'abord les systèmes cardiovasculaires, 30%, système nerveux, 30%, antibiotiques, 14%, ensuite voies digestives, 10%, puis on peut ajouter les anticancéreux et les anti-infectieux. C'est logique de retrouver ce classement ou pas? Alors, c'est intéressant de voir les classes qui sont touchées. Maintenant, ce que tous ces produits-là, en fait, ont en commun, c'est que pour 98% des cas de pénurie, ce sont des médicaments qu'on appelle matures, c'est-à-dire des médicaments qui sont des vieux médicaments qui sont commercialisés depuis plus de 10 ans. Et dans 80% des cas, même, ce sont des médicaments dont le prix en sortie d'usine est inférieur à 5 €. Donc pas cher. Donc voilà, quelle que soit la classe thérapeutique, les pénuries touchent avant tout des médicaments vieux et pas chers. Pourquoi? Comment vous l'expliquez? Pourquoi? Là, on en revient aux causes des pénuries, en fait. Vous l'avez effleuré tout à l'heure, vous avez parlé de l'augmentation de la demande. Globalement, on peut retrouver 3 grandes causes. La première, c'est l'explosion de la demande au niveau mondial. Elle a été multipliée par 15 en un demi-siècle, mais surtout multipliée par 4. Vous parlez du chiffre d'affaires dans votre livre. En valeur depuis le début du 21e siècle, ce qui est absolument considérable. Et c'est à mettre en regard avec l'inertie d'une filière industrielle complexe. C'est-à-dire qu'en moyenne, il faut 5 à 8 ans pour développer de la nouvelle capacité industrielle. Donc d'un côté, on a la demande d'un produit qui peut doubler en 1 ou 2 ans. Et de l'autre côté, des usines qui ont besoin de temps, en fait, pour pouvoir développer des capacités supplémentaires. Donc, en fait, on est tout le temps en train de courir après ces capacités. Et probablement que ce marché aurait augmenté encore plus, parce que sur les dernières années, se sont développées les pénuries. Ce qui veut dire que même l'augmentation de capacité n'a pas suffi, en fait, à répondre à ce qui aurait été l'augmentation de la demande. La deuxième raison... Je vais juste intervenir sur médicaments matures, médicaments vieux. Non, je pense qu'il faut arrêter de reléguer au second rang. Les médicaments matures sont des médicaments du quotidien qui sont essentiels aux Français, qui couvrent un nombre de pathologies. Voilà. Et ces médicaments-là ont été assez délaissés en fait dans la pharmacopée pendant des années, délaissés par les pouvoirs publics, notamment en matière de tarification. C'est-à-dire que ce qu'on applique sur le médicament mature, c'est une logique de baisse de prix permanente qui fait qu'au bout d'un moment, ces médicaments sont plus rentables en fait à produire en France et donc sont délocalisés. Donc il faut en fait remédier à cette politique de prix très basse pour les médicaments matures où il n'y a pas de valorisation finalement, alors qu'ils jouent un rôle essentiel. Ils ont une contribution essentielle, je dirais, à la santé des Français. Contribution essentielle aussi quand ils sont produits en France pour l'emploi, pour les territoires. Et je voudrais qu'on vienne sur la deuxième raison maintenant. Oui, la deuxième raison. Alors, tout à fait d'accord avec Laure. C'est pas parce qu'ils sont vieux qu'ils sont pas importants. Au contraire, c'est bien souvent les médicaments qui sont bien connus, sur lesquels on a du recul, qui sont recommandés en première ligne de traitement. Donc, qui sont les médicaments qui soignent la grande majorité d'entre nous. La deuxième cause, c'est en fait la fragilisation
de cette industrie. Cette industrie, on l'a mondialisée, on l'a complexifiée, on l'a fragmentée, financiarisée, hyper spécialisée, exactement. Et donc tout ça, ça veut dire qu'en fait, on l'a fragilisée. Alors pourquoi ? À cause de la pression économique. Recherche de performance, quand on cherche à soit répondre à une baisse de prix, comme c'est le cas en France parce que les prix sont administrés, soit à augmenter les profits, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh ben, en fait, on va fragiliser une chaîne. C'est-à-dire que là où on avait 2 fournisseurs pour un élément essentiel, ben, on va préférer grouper les volumes chez un seul et avoir un meilleur prix. Idem pour éventuellement un prestataire de production. Donc, en fait, à chaque fois, on resserre. Avant, on avait des lignes qui tournaient à 70-80% maximum de leur capacité, ce qui nous permettait d'avoir une marge de manœuvre quand il y avait une variation de la demande. Et aujourd'hui ? Et on cherche, les façonniers en particulier, qui font pas des grosses marges, cherchent à remplir au maximum l'agenda de leur ligne de production. Donc, le jour où il y a une variation de la demande, on ne peut plus y répondre, en fait, parce que le planning est déjà plein. Vincent Charlet, là, vous êtes donc de la fabrique de l'industrie. Oui. Donc, vous, c'est l'industrie. Clémence Marc nous dit, 5 à 8 ans, vous avez dit, une usine ? À peu près. Dans la pharma, c'est très... L'industrie n'est pas capable d'aller un peu plus vite ? Non, alors les secteurs industriels ont des constantes de temps qui sont très différentes. Ça serait pour une installation de chimie ou fabrication de verre, ça serait des constantes de temps encore plus importantes. Et puis, il y a évidemment des secteurs ou des types de produits, les véhicules électriques chinois par exemple, où on sait inventer un nouveau véhicule en 18 mois. Il faut voir que dans cette chaîne de fabrication puis d'approvisionnement qui est, comme ça vient d'être rappelé, tendue au maximum pour réussir à servir une demande qui explose, il n'y a plus aucune redondance. Il n'y a plus aucune marge de manœuvre, vous l'avez dit, mais il n'y a plus aucune redondance. C'est-à-dire que quand, par exemple, un acheteur hospitalier, un acheteur public, va passer une commande, enfin, va attribuer son marché à un fournisseur pour un produit, en théorie, les concurrents savent que pendant 5 ans, de toute façon, ils ne seront plus concernés. Oui. Ils ne vont pas entretenir des lignes de production pendant 5 ans au cas où on viendrait faire appel à eux parce qu'une pénurie vient d'éclater. Oui. Et donc, ça signifie que le système repose exclusivement sur ce fournisseur pendant toute la durée du marché. Donc, le risque de pénurie, c'est accru et dispersé tout au long de la chaîne de valeur de façon... Alors, j'aimerais qu'on m'explique, Laure Lechertier, comment vous avez réussi alors ? Comment UPSA a réussi là où on dit que c'est super compliqué ? En fait, nous, on a réussi pendant le Covid à faire du zéro pénurie, mais aujourd'hui, on a quand même une question qui demeure sur la politique des médicaments matures. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on donne le prix à ces médicaments ? On est d'accord, mais vous avez relocalisé. Alors, nous, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a passé un accord avec l'État en disant « vous nous baissez pas notre prix sur Dafalgan et Feralgan ». Et en contrepartie, on va investir dans un projet de relocalisation du principe actif. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, 80% des principes actifs sont produits essentiellement en Asie. Ouais. Et c'est le cas du paracétamol. Il n'y en a plus en France depuis 2008, puisque ça a été délocalisé à cause du prix, justement. Donc nous, on a fait cet accord en disant on a une stabilité de prix sur Dafalgan et Feralgan, c'est-à-dire un prix fabricant, je le rappelle, qui est de 67 centimes, donc moins d'1 euro, moins d'une baguette de pain, quand même. Et donc, on a investi dans ce projet aux côtés d'un chimiste qui s'appelle Séquence et d'un autre partenaire industriel qui est Opella. En combien de temps ? Alors, on a investi... À partir du moment où vous prenez la décision. À partir du moment où on a pris la décision 2021, vous voyez, on est en 2026 et là, nous allons pouvoir inaugurer la chaîne de production sur le site de Séquence à Roussillon. Donc, il faut 5 ans. D'accord. Donc, le temps de la relocalisation, il est long. Ça ne se fait pas en un coup de baguette magique. Et il faut une volonté forte, à la fois des acteurs industriels, mais aussi des pouvoirs publics. Donc, mais si vous voulez, c'est essentiel pour nous, parce que pour nous, on est un acteur clé de la souveraineté sanitaire. Donc, on a cette responsabilité, en tant qu'acteur de santé, de dire on se doit de participer à ces projets de relocalisation. Et on va aussi relocaliser la production de 2 nouvelles molécules, la gabapentine et la prégabaline, qui fait partie de la liste des médicaments stratégiques d'un point de vue sanitaire industriel. C'est en fait anti-épileptique et aussi douleurs neuropathiques. D'accord. Et donc ça, on va les commercialiser cette année
donc sur nos sites d'Agen. C'est-à-dire qu'on va utiliser notre savoir-faire, l'excellence de notre savoir-faire, pour reproduire en France des molécules qui sont plus produites depuis plusieurs années. Donc, Clémence, Marc, on est d'accord que c'est possible. Là, UPSA a montré que c'est possible en 5 ans de relocaliser. Non, c'est juste qu'en fait, moi, je parlais de production pharmaceutique. Le métier, le cœur de métier de l'industrie pharmaceutique, c'est de partir des ingrédients dont le principe actif, de faire sa cuisine et d'en faire un médicament. Il revient. Alors là, on parlait du principe actif, c'est un autre métier, c'est la chimie fine. Mais on est d'accord, elle a de l'inertie aussi. Mais c'est encore un petit peu différent. Ça montre quelque chose d'assez intéressant. C'est-à-dire quand les acteurs se réunissent derrière un objectif commun qui dit on va remonter d'un cran dans la chaîne de valeur, puisque ce qui pose problème, ce sont essentiellement ces principes actifs aujourd'hui, c'est possible de mettre nos forces et d'investir pour avoir cette relocalisation et cette indépendance stratégique. Vous considérez que c'est possible sur toutes les classes de médicaments ou pas ? Je pense qu'il faut discerner, en fait. C'est qu'aujourd'hui, toutes les classes de médicaments, si vous voulez, n'appellent pas une relocalisation. Il faut identifier ce qui est stratégique, en fait. On sait que la santé, c'est un secteur stratégique. Mais au sein de la santé, il y a des molécules qui ont une criticité, je dirais, industrielle et sanitaire qui est un peu différente. On a à peu près évalué leur nombre ou pas ? Alors, le nombre qui a été évalué, c'est à peu près 150 molécules. C'est une liste qui a été établie par les autorités pour dire, voilà, celles-ci, elles sont importantes pour la santé des Français et pour assurer notre autonomie stratégique. Si je peux oui, bien sûr. Moi, il y a quelque chose qui me frappe énormément dans ce panorama sur les pénuries de médicaments. C'est qu'on connaît tous ces débats, parfois véhéments, sur le modèle qu'il faudrait adopter, par exemple le modèle français, le modèle américain, en matière de politique de santé, de politique de remboursement. Un modèle très libéralisé d'un côté, avec des problèmes d'accès aux médicaments, et un modèle très administré de l'autre, avec des contraintes fortes sur les prix et du coup la rentabilité des producteurs. Ce qui est frappant, c'est que ces deux modèles, dont on dit que tous les opposent, se heurtent au même problème. C'est-à-dire que les médicaments dits matures, ce dont on parlait dans cette émission, sont en pénurie. Et la proportion de pénurie ou le problème des pénuries de médicaments frappe indistinctement le marché français et le marché américain. Et les autres marchés dans le monde également, je crois. Ce qui veut dire que les solutions sont à trouver non pas dans des règles économiques, mais dans de la mobilisation... Je ne suis absolument pas d'accord. Nous, on fait du 100% fabriqué en France. Aujourd'hui, produire en France a un coût extrêmement important. On a un site avec une capacité de production stratégique. Si on veut conserver ça, maintenir nos sites industriels, et on sait aujourd'hui que c'est une ligne politique importante pour la souveraineté, eh bien, il faut revaloriser le prix de ces médicaments. C'est pas normal qu'une boîte de Dafalgan qu'on vend aux pharmaciens, on la vend de 76 centimes. Nous sommes d'accord. Parce qu'en fait, en termes de rentabilité... C'est justement, ça demande une mobilisation et un accord des parties prenantes. Une régulation qui valorise en fait nos externalités positives sur un territoire. Aujourd'hui, le prix du médicament, c'est une logique purement comptable pour respecter les dépenses d'assurance maladie. Alors, justement, très bien. Je voudrais rebondir là-dessus. Je voudrais qu'on écoute Fabien Bruno, qui est propriétaire d'une pharmacie qui s'appelle la pharmacie Delpech. Bon, il s'exprimait le 28 septembre 2023 et il nous explique en effet que le prix des médicaments est différent selon les pays et du coup, là où c'est le plus cher, les médicaments vont plutôt en priorité là-bas. On l'écoute. Concernant l'amoxicilline précisément, il y a plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est un problème économique. Aujourd'hui, une boîte d'amoxicilline pédiatrique en France, c'est aux alentours de 2,50 €. Cette même boîte, elle est vendue en Belgique 13 € et en Suisse, elle est vendue 20 €. Donc, comme la production n'est pas suffisante pour l'intégralité de la planète, évidemment, les boîtes vont en priorité vers les acheteurs qui payent le mieux. Donc, c'est de la concurrence également, Clémence Marc. Oui, alors je voudrais rebondir aussi sur ce qui a été dit, parce que évidemment qu'il y a un problème économique. Alors, il n'y a pas que ça, on est d'accord, mais on prend souvent en exemple les États-Unis. Effectivement, ça touche tous les pays du monde, y compris les États-Unis. Je cite aussi la Suisse dans mon livre. En fait, il faut faire une distinction, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a des médicaments qui sont beaucoup plus chers qu'ailleurs, mais ce ne sont pas les médicaments qui sont en pénurie. Ce sont les
médicaments innovants qui sont particulièrement chers aux États-Unis. En revanche, pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Les génériques sont même moins chers que chez nous aux États-Unis. Absolument. Pourquoi ? C'est le premier marché mondial, c'est-à-dire que tout le monde veut y aller. Donc dès qu'il y a un brevet qui tombe, tout le monde y va et il y a une guerre des prix très très forte qui se met en place. Donc c'est aussi une question de prix pour laquelle les États-Unis sont touchés. Sur l'amoxicilline, par exemple, en 2023, les différences de tarifs selon les pays, c'est important. Est-ce que, Laure Lechertier, vous jouez là-dessus aussi à UPSA en fonction des coûts des pays? Alors nous qui sommes présents dans plus de 60 pays, on a 6 filiales aujourd'hui, dont 3 en Europe. Je peux vous assurer effectivement que quand on négocie les prix avec les autorités en Belgique, en Suisse, on a des prix qui sont supérieurs. Parce qu'il y a une prise en compte justement de tout l'effort de la production européenne, ce qui n'est pas le cas en France. En France, donc 67 centimes 76 centimes, une boîte de Dafalgan ou d'Efferalgan. Et ça peut doubler en dehors de la France ou pas? Absolument, tout à fait. Et en fait, si vous voulez, nous en France, encore une fois, le frein, qui est un frein vraiment, et c'est là où il faut changer de paradigme, c'est-à-dire qu'on a une vision très comptable et on ne veut pas intégrer le fait que une entreprise sur son territoire, elle va créer des externalités positives, c'est-à-dire, eh bien, nous, on soutient 5000 emplois en Nouvelle-Aquitaine, on investit 17 millions d'euros dans notre outil industriel par an, on a aussi un plan pour verdir et décarboner nos outils. Donc, vous voulez que ça se traduise? Il faut que tout ça se traduise, en fait, et que ce soit un critère, si vous voulez, qui soit pris en compte dans la tarification. C'est un critère qu'on appelle le critère de territorialité. L'empreinte sur un territoire d'une industrie doit être reflétée dans le prix final Vincent du Charlet, médicament. le système peut encaisser ça ou pas? Ce qui est assez... C'est-à-dire une augmentation des prix. Ce qui est assez étrange, c'est que le Made in France est valorisé partout sauf en France. Et sur les marchés étrangers, un médicament Made in France peut supporter un premium de prix. Et sans se heurter à un ralentissement de la demande. C'est vrai dans de nombreux pays du monde. Et en France, visiblement, ce n'est pas possible. Donc, il y a une sorte de paradoxe qu'on pourrait soulever, oui. Clémence Marc, vous pensez que la protection sociale, le système de protection sociale en France peut encaisser un doublement du Dafalgan ou autre? Alors il y a une spécificité importante du modèle économique du médicament en France. C'est que chaque année, il y a une enveloppe, en fait, qui est votée par nos députés, qui a une évolution légèrement contrainte, mais très faible en général. Et au sein de cette même enveloppe, on doit pouvoir intégrer, en fait, les dépenses supplémentaires des nouvelles innovations qui vont arriver dans l'année. Et comment est-ce que le comité économique fait ça ? Eh bien, il le fait en baissant les prix sur les médicaments les plus vieux. C'est-à-dire que concrètement, en France, on finance l'innovation aujourd'hui en fragilisant finalement les médicaments les plus essentiels. Donc on est dans un système qui est clairement en train d'arriver dans une impasse, qui a mené à, pour certains médicaments qui sont particulièrement vieux, des prix qui sont extrêmement bas. Et qui est bloqué dans une logique qui est exclusivement baissière, en fait. Alors, sauf, il y a eu un cas hyper ponctuel qui a été l'augmentation de 10% du prix de l'amoxicilline. Je crois que c'était l'hiver 2023, si je me trompe pas. Mais c'était transitoire. Et le problème, c'est que je pense qu'on a tous compris que le monde d'avant, dans lequel on savait que l'année prochaine ou dans 2 ans, les matières premières seraient un peu moins chères, l'énergie serait un peu moins chère, c'est terminé. On a opéré une bascule et le problème, c'est qu'on a un modèle économique du médicament qui est encore bloqué sur cette vision qui est complètement périmée, qui est obsolète du monde et de ses perspectives. Laure Lechertier, vous avez relocalisé. Est-ce que vous avez reçu des aides de l'État, Investir France 2030, des aides de la BPI, etc. ou zéro? Non, enfin, nous c'est un accord qu'on a passé de stabilité de prix sur nos médicaments et en contrepartie d'un investissement. Mais sinon, on n'a pas bénéficié d'aide particulière de l'État. Je rebondis sur ce que Clémence vient de dire parce que c'est fondamental. Et c'est pour ça que nous, on appelle à une régulation différenciée du médicament en disant, dans la pharmacopée, vous avez les innovants, les médicaments matures, les génériques. On ne peut plus être dans ce schéma du financement de l'innovation par des baisses de prix sur les médicaments matures. Donc aujourd'hui, il est temps et il est urgent de dire il faut cette régulation qui soit propre aux médicaments matures et qu'on reconnaisse en fait leur intérêt à la fois thérapeutique mais aussi externalité positive. Vincent Charlet, il y a des pistes ou pas?
Moi, je pense que le fait que le système de santé soit malade, pardon pour ce jeu de mots, et il tient en une seule courbe, c'est le fait qu'après une explosion de ces pénuries, de ces déclarations de pénurie ou risques de pénurie au tournant des années 2019, 2020, 2021, la courbe ne baisse pas, ou en tout cas elle baisse peu, et donc on est dans un phénomène qui est asymétrique. Il y a eu comme un cliquet et on n'arrive pas à revenir à ce que vous évoquiez, le monde d'avant. Il n'y a pas de piste pour régler ce problème? Les pistes, elles ont commencé à être évoquées, mais c'est-à-dire que, encore une fois, tant que la chaîne de valeur, tant que cette chaîne de production, conception, distribution de médicaments reste aussi tendue entre une offre et une demande qui explose, il n'y a aucune raison que les causes ne produisent pas les mêmes effets, et donc qu'on n'assiste pas à un renouvellement de ce phénomène de pénurie. Est-ce que la solution, c'est la relocalisation? Ça fait partie des solutions qui ont été envisagées, c'est-à-dire que c'est dans certains cas un moyen de, on va dire, rapprocher la production et de sécuriser la chaîne de valeur, c'est-à-dire cette longue chaîne qui va de la production jusqu'au patient. Mais à l'évidence, c'est pas le seul problème. Et j'évoquais tout à l'heure le risque que des pénuries éclatent lorsque un marché a été exclusivement confié à un producteur, un fournisseur pour faire jouer les prix sur la base des volumes, que le principe actif ait été conçu en France ou ailleurs, ce problème-là ne se retrouvera pas résolu. Une conclusion, Clémence Marc? Oui, alors évidemment, la relocalisation, ça fait partie des mesures essentielles. Et la relocalisation, donc, elle a effectivement, comme vous l'avez dit, l'avantage de rapprocher, en fait, et donc de sécuriser quelque part cet approvisionnement, à condition que ce soit couplé avec plus de robustesse industrielle, plus de redondance, plus de marge de manœuvre. Elle a aussi un autre avantage, c'est que ça nous permet d'avoir une production qui est plus propre. Voilà, donc Laure l'a évoqué très rapidement tout à l'heure, Verdir, aujourd'hui, on ne peut pas rapatrier tel quel, que ce soit la synthèse d'un principe actif ou la production d'un médicament fini, on ne peut pas les rapatrier tel quel. Il y a forcément une phase de R&D qui permet de développer des processus qui sont plus propre et moins consommateur d'eau et d'énergie. Merci à tous les trois pour vos réponses. Aux avant-postes, c'est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.